Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aurélie Lucas naît le 23 août 1936 dans une famille très pauvre, complètement déstructurée, sans aucune valeur et pleine de cruauté. Il a une enfance assez particulière, il vit dans une cabane au milieu des bois, sans eau ni électricité. Ses parents et lui sont à proximité de la ville de Blacksburg, en Virginie. Il est le dernier d'une fratrie de 9 enfants. Son père, Anderson Lucas, est un cheminot et sa mère est une prostituée alcoolique. Sa mère, Nellie Viola Dixon, a déjà eu 8 enfants d'un précédent mariage. Comme je vous l'ai dit, c'est une prostituée et cela ne la dérange absolument pas d'exercer son métier devant son fils. Elle a pour habitude d'abuser émotionnellement, physiquement et sexuellement de son mari ainsi que de son fils. Lucas est le seul enfant qui est resté dans la famille, tous les autres ont été adoptés, certainement pour leur plus grand bonheur. Sa mère se plaît également à travestir son fils en public avec pour intention de le prostituer auprès des femmes mais également auprès des hommes. Elle le force également à s'habiller en petite fille lorsqu'il se rend à l'école. Il porte des robes et il garde les cheveux longs, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades et qui le traumatise dès son plus jeune âge. Ce sont les instituteurs qui signalent ça, l'affaire est amenée devant les tribunaux et les parents de Lucas sont condamnés, ce qui rend sa mère très furieuse. Sa mère avait pour l'habitude de le taper puisqu'elle était très violente, mais après cette condamnation, elle est d'autant plus violente et furieuse qu'elle le frappe à la tête avec une lourde planche en bois. Il reste inconscient pendant 3 jours à cause d'un traumatisme cérébral. Elle l'emmène ensuite à l'hôpital et à l'hôpital, elle ne viendra le voir seulement qu'une seule fois en 2 semaines. Ses coups constants l'ont empêché de développer ses capacités intellectuelles si bien que son QI est inférieur à 80. À 10 ans, Lucas perd son œil gauche à cause d'un passage à tabac, il porte donc maintenant un œil de verre. Il est initié à des pratiques sexuelles quelque peu sadiques par un ami de sa mère, Bernie Dowdy, et à ce moment-là, il a seulement 10 ans. Il lui apprend à égorger des animaux, plus particulièrement un veau, puis ensuite à avoir une relation sexuelle avec eux. Donc, il sodomise la bête devant Lucas et lui demande ensuite de faire la même chose. Je le rappelle, il a 10 ans. Ça ne le choque pas pour autant, puisqu'il reproduit ce que l'homme lui a montré et il sodomise à son tour la bête. Et le pire, c'est qu'il adore ça. Et à partir de cet instant, il associe systématiquement le sexe à la mort et à la violence. Il a même été dit que pendant sa jeunesse, il aurait eu des relations sexuelles avec l'un de ses demi-frères. Je ne sais pas comment ça aurait pu être possible parce que j'ai lu que justement il vivait plus avec ses demi-frères et demi-sœurs. Donc peut-être pendant une visite, je sais pas. Cette information n'est pas non plus avérée. Son père perd ses jambes lors d'un accident de train, il perd également par la même occasion son travail et il devient à son tour alcoolique. Un jour, alors que sa femme crie et qu'il se dispute avec elle, il décide de sortir de la maison, de la cabane, et de passer toute la nuit dehors. Cependant, nous sommes en plein mois d'hiver, il fait très froid et il décède des suites d'une pneumonie. Son fils n'avait que 13 ans. Il est livré à lui-même puisque le seul repère masculin qu'il avait est maintenant décédé. Sa mère, on ne peut pas dire qu'il peut vraiment compter sur elle. Donc il abandonne l'école et il s'enfuit. Il se nourrit d'animaux qu'il trouve et par la même occasion, comme ce qu'on lui a appris, il assouvit ses pulsions morbides. Lorsqu'il est arrêté pour conduite dangereuse, il retourne à Blacksburg. Lucas a 14 ans lorsqu'il commet son premier meurtre. Nous sommes en mars 1951, il étrangle à mort Laura Burnsley, une adolescente de 17 ans. La raison pour laquelle il l'a tuée, cette dernière qui se trouvait à un arrêt de bus a refusé ses avances sexuelles. Il est envoyé à Beaumont en Virginie dans une école professionnelle pour jeunes délinquants. Puis il est incarcéré à la prison du comté de Christiansburg en Virginie. À sa sortie, il part vivre chez son frère Andrew qui habite à Ingalls en Caroline du Nord. On ne sait pas vraiment pourquoi, il décide de s'en aller de chez son frère pour partir chez sa demi-sœur qui habite en Virginie à Stanton. Est-ce que son frère l'a viré de chez lui? Je ne sais pas. Chez sa demi-sœur, il viole sa nièce de 12 ans, Nora Crawford, et lui fait jurer de ne rien dire.
Il trouve ensuite un emploi d'ouvrier agricole mais est très vite attrapé pour ses vols dans un magasin d'électroménager. Le 10 juin 1954, il est condamné à 6 années de prison pour plus d'une douzaine de chefs de cambriolage. Il s'échappe et se réfugie chez l'une de ses demi-sœurs, Opal, qui habite à Tecumseh dans le Michigan. Capturé 3 mois plus tard, il est emprisonné de nouveau. Il tentera à plusieurs reprises de s'échapper encore, mais il n'y arrivera pas. Il est libéré après 5 années d'emprisonnement le 2 septembre 1959 et il retourne vivre chez sa demi-sœur. Pendant son incarcération, il échangeait beaucoup avec une jeune femme qui s'appelait Stella et donc maintenant qu'il est libre, il n'a qu'une seule idée en tête, se marier avec elle. Il en parle donc à sa mère, lui présente Stella et sa mère refuse le mariage. Le 11 janvier 1960, Lucas poignarde à mort sa mère et s'enfuit. Plus tard, il dira « Ce dont je me souviens, c'est que je l'ai giflée, je lui ai donné un coup au cou. Je l'ai vue tomber, j'ai tenté de la rattraper, mais elle est tombée par terre. Je suis partie et quand je suis revenue, j'ai réalisé qu'elle était morte. Puis j'ai vu que j'avais un couteau dans la main et qu'elle avait été ouverte au cou. C'est sa demi-sœur Opal qui découvre sa mère encore en vie. Elle appelle une ambulance, cependant, avant son arrivée, sa mère décède. La cause du décès serait une crise cardiaque précipitée par son agression. Le 16 janvier 1960, 5 jours plus tard, Lucas est arrêté et est incarcéré de nouveau. Le 22 mars 1960, Lucas est reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Il est condamné à une peine de prison de 20 à 40 ans. Cependant, comme il est jugé inapte et qu'il a tenté de se suicider, il purge sa peine dans un institut psychiatrique. Le psychiatre qui l'évalue détecte chez lui une dépression ainsi qu'une personnalité passive-agressive de type dépendant. Finalement, il purge une peine de 10 années, dont 4 à la prison d'Iona, c'est une prison pour criminels aliénés. C'est un détenu modèle, donc il est libéré le 3 juin 1970. Cependant, sa liberté sera de courte durée puisqu'en 1971, il est de nouveau arrêté. Pendant sa liberté, il vivait chez une autre de ses demi-sœurs, Wanda Weaver, qui vivait avec son mari et ses 3 enfants à Port Deposit dans le Maryland. Apparemment, elle l'aurait très rapidement jeté de chez elle puisqu'il aurait tué son chien. Vous voulez connaître la raison pour laquelle il a été de nouveau arrêté en 1971 ? Il a essayé de kidnapper 2 écolières sous la menace d'une arme pour ensuite les violer, mais ces dernières ont réussi à s'enfuir. Leslie Warren et Marcy Goodwin avaient réussi à relever sa plaque d'immatriculation. Pendant sa nouvelle peine de prison, il entretient une relation écrite avec une amie de la famille qui est également une mère célibataire et veuve de son neveu. Le 5 décembre 1975, il épouse Betty Crawford. Leur relation ne va durer seulement 2 ans car sa belle-fille l'a accusé d'abus sexuels. En effet, il a violé les 2 filles de Betsy, qui étaient âgées de 9 et de 17 ans, puis il les a menacées de les tuer si elles parlaient. Lucas fait la connaissance d'Otis Toole. Est-ce que vous connaissez cet homme? Et si je vous parlais du cannibale de Jacksonville? Vous l'aurez compris, c'est un tueur en série. Toole vit en Floride chez ses parents avec sa femme. C'est un homme efféminé, il a un QI qui n'est pas très élevé, a déjà tué 4 fois et a déjà fait de la prison. Ce qui fait quelques points communs, donc les 2 hommes se rapprochent. Ils deviennent amants et complices et la combinaison de ces 2 esprits malades aura des conséquences terribles. Toole est l'homme intelligent, le cerveau du binôme. Lucas est l'homme fort physiquement. À partir de 1978, les 2 hommes commencent une série de meurtres. Ils s'attaquent en particulier à des autostoppeurs et à des employés de stations-service. Selon leur dire, Lucas étranglait et poignardait les femmes et Toole, lui, il s'occupait des hommes qu'il tuait à l'aide d'armes à feu. Ensemble, ils auraient commis des centaines de meurtres sur tout le territoire américain et apparemment, ils auraient aussi appartenu à une secte sataniste pour laquelle ils enlevaient des enfants afin de les vendre à des riches pédophiles étrangers. L'existence de cette secte n'a jamais pu être prouvée. En 1982, Lucas et Toole kidnappent Frieda Becky Powell, c'est la nièce de Toole. Elle deviendra à la fois leur otage mais aussi leur complice. Cette dernière souffre d'une légère déficience intellectuelle et vient de s'échapper d'un centre de détention pour mineurs. Peu de temps après, Toole et Lucas se séparent. Toole rentre chez lui à Jacksonville et Lucas continue son épopée sanglante avec Becky qui devient son amante. On ignore la raison pour laquelle Toole et Lucas se sont séparés.
Se sont-ils disputés? On ne sait pas vraiment. Le couple s'installe au Texas, à Ringgold, où il travaille pour une riche octogénaire, Kate Rich. Elle les héberge gratuitement en échange de leur aide dans les tâches ménagères. Par la suite, ils sont renvoyés puisque la famille de Kate Rich s'est rendu compte que Lucas se faisait des chèques pour son propre compte. Le couple a de la chance, puisqu'il tombe sur un membre de la communauté de Stunburg. Ce dernier est un révérend et pense qu'ils sont mariés. Ruben Moore propose un travail de couvreur à Lucas et offre au couple un hébergement au sein de la communauté. Lucas dira que c'est la période la plus heureuse de sa vie. Il est très heureux avec Becky, il a un travail, tout se passe bien. Cependant, pour Becky, ce n'est pas le même son de cloche, la Floride lui manque énormément, donc elle commence à beaucoup se plaindre et elle veut rentrer chez elle. Nous sommes le 24 août 1982. Lucas tue Becky au cours d'une très violente dispute. Tous les deux étaient ivres quand Lucas la conduit dans un champ à Denton au Texas. Il la tue, il la démembre et il éparpille ses morceaux de corps dans un champ voisin. Il dira ensuite à tout le monde que Becky a disparu volontairement, qu'elle s'est probablement suicidée et qu'il est dévasté. Dans la soirée du 16 septembre 1982, il tue Kate Rich car cette dernière commençait à lui poser beaucoup trop de questions au sujet de la disparition de Becky. La disparition des deux femmes est signalée. Le seul homme qu'on peut relier à ces deux femmes est Henry Lee Lucas, donc il est arrêté, mais faute de preuves, il est immédiatement relâché. Le 11 juin 1983, Phil Ryan arrête de nouveau Lucas, mais cette fois-ci, c'est pour port illégal d'une arme. Au cours de son arrestation, il avoue spontanément les meurtres de Kate Rich et de Becky, et il conduit même les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il a dispersé leur corps. Comme s'il n'avait plus envie de se battre et qu'il avait tout simplement envie d'être arrêté. Pour Kate Rich, il explique qu'il lui avait proposé de l'emmener à l'église. Il ne l'a évidemment pas emmenée à l'église, il l'emmène dans un champ, il la poignarde à plusieurs reprises et avant de laisser son cadavre, il a une relation sexuelle post-mortem. Ensuite, il a transporté son corps en Californie à Needles avant de brûler quelques morceaux de son corps un mois plus tard. Il dira que pour Becky, il a découpé son corps en 9 morceaux. La police pensait en avoir fini avec lui, cependant, Lucas se met à avouer 10 meurtres, puis 40 meurtres, puis 100 meurtres, puis 213 exactement. Selon certains témoignages, j'ai aussi pu lire qu'à un moment, il en a avoué 600. Il dit également qu'il préfère faire l'amour à des cadavres plutôt qu'à des femmes vivantes. Toole, qui était également en prison au moment de l'arrestation de Lucas, confirme les déclarations de son ancien amant et il avoue aussi sa part dans une centaine de meurtres, toujours en compagnie de Lucas. Lucas avoue de très nombreux crimes qui n'avaient pas été résolus jusque-là, certains dataient même de 20 ans, et il révèle des détails qui n'avaient pas été révélés à la presse. Et pour prouver son implication dans les meurtres, il conduit les enquêteurs sur plus d'une centaine de scènes de crime. Afin de retracer correctement son itinéraire criminel, une cellule spéciale est formée. Elle est composée d'agents du FBI mais aussi de policiers venus des 4 coins du pays. Systématiquement, à chaque fois qu'un policier lui parle d'un meurtre non résolu, lui présente le cas, Lucas affirme être le tueur. L'affaire est très médiatisée, les journalistes affirment même que les policiers viennent d'arrêter le tueur en série le plus prolifique de l'histoire du crime international. Ces aveux ont permis de boucler 199 dossiers dans 27 États différents. Cependant, ces confessions se heurtent à un certain scepticisme car beaucoup se disent qu'il est impossible qu'il ait tué autant de personnes. Les familles des victimes relèvent également des incohérences entre les dires de Lucas et la réalité des faits. Plusieurs fois, il a été prouvé que c'était impossible que Lucas se soit retrouvé sur les lieux du crime car il était avec des proches qui l'ont confirmé à des centaines de kilomètres des lieux du crime. Et cela a même été prouvé par des documents, comme des factures par exemple. Un groupe de journalistes qui avait retracé l'itinéraire de Lucas entre 1975 et 1983 a déclaré qu'il était impossible qu'il ait commis 8 des meurtres qui lui avaient été imputés, car pour les commettre, il aurait fallu qu'il parcourt 11 miles en 4 jours, à travers tout le pays. C'est impossible. Il devient donc de plus en plus évident que Lucas est un menteur, un affabulateur, qu'il n'a pas commis tous ses crimes, que la raison pour laquelle il a fait ça, c'était tout simplement pour faire plaisir aux enquêteurs, mais aussi
pour attirer l'attention sur lui. Il adorait la célébrité que cela procurait et en plus de ça, comme il aidait les enquêteurs, il avait certains avantages en prison. Des cigarettes ainsi que de la nourriture à volonté et en plus de ça, il n'était presque jamais menotté. On peut se demander aussi pourquoi les enquêteurs ont si facilement cru tout ce qu'il disait. Pour eux, c'était un peu tout bénef. Ils avaient quelqu'un qui se dénonçait volontairement et grâce à cette personne, ils pouvaient clôturer des affaires. Donc beaucoup d'entre eux savaient que Lucas leur mentait. Mais ça les arrangeait, donc ils ne disaient rien. Il a aussi été dit que plusieurs policiers ont révélé à Lucas des détails qui étaient tenus secrets afin que lors de ses aveux, il donne les détails de ses crimes et que cela soit plus crédible. Lors de son procès, Henry Lee Lucas est jugé officiellement pour 199 meurtres. Seulement voilà, pendant son procès, il revient sur toutes les déclarations qu'il a faites, en disant qu'il n'a jamais tué personne, à l'exception de sa mère, et que s'il a avoué, c'est tout simplement parce que la police l'avait forcé. Il est tout de même reconnu coupable de 11 meurtres, dont ceux de Becky et de Kate Rich en 1984. Il écope de 10 peines de réclusion criminelle à perpétuité et d'une condamnation à mort pour le meurtre d'une jeune femme qui avait été non identifiée. Elle avait été nommée Orange Sox et ça s'était passé en 1979 au Texas. Cette jeune femme a été identifiée des années plus tard, il s'agissait de Debra Johnson. Par la suite, on apprend que Lucas n'était pas l'auteur de ce crime et que s'il avait dit qu'il était coupable, c'était tout simplement pour se suicider de manière légale. Sa condamnation à mort est commue en peine de prison à vie en juin 1998 par le procureur général du Texas, George W. Bush. Il décède le 13 mars 2001 à l'âge de 64 ans des suites d'une crise cardiaque dans sa cellule. Il était dans la prison de Huntsville au Texas et jusqu'à la fin de sa vie, il a clamé son innocence. Son corps n'a jamais été réclamé et aujourd'hui sur sa tombe il n'y a aucune indication pour éviter à la fois les actes de vandalisme mais aussi de recueillement. Le nombre exact de ces victimes demeure inconnu, cependant grâce à des analyses ADN, il a été prouvé qu'il n'était pas l'auteur de nombreux crimes qu'il a avoués. Il a même déclaré aux médias que s'il avait fait tout ça, c'était pour créer le chaos dans les forces de l'ordre avec ses faux aveux. J'ai rendu la police stupide, j'étais là pour détruire les forces de l'ordre au Texas. Malgré ces fausses déclarations, on peut quand même lui attribuer pour sûr 3 meurtres, celui de sa mère en 1960 et celui de Becky et de Kate Rich en 1982. Le procureur général Jim Mattox a reconnu, lorsque Lucas a avoué des centaines de meurtres, les policiers qui avaient sa garde n'ont rien fait pour mettre un terme à ce canular. Nous avons trouvé des informations qui nous amènent à croire que certains fonctionnaires ont répondu positivement à ces allégations juste pour classer des cas. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci à Martine Talby qui me l'a recommandée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine.